Je suis pas racinal, je viens de très très loin. D'abord de la Belgique lointaine, ensuite j'ai commencé chez Finzac, j'ai fait des courses et des Chateaubriand, et je me suis découvert une vocation tardive de septémiste que je ne suis pas encore et que je vais devenir. Et donc ma présence ici, je suis dans un devenir deleuzeien, si vous voulez. J'ai commencé par lire les travaux des spécialistes, notamment de Tony Guérard et de Laurence Mazelet et de quelques autres. Et je me suis dit, tiens, mais je pourrais peut-être à ma façon, à ma modeste manière, faire quelque chose aussi sur Racine. Et donc ça suit les présentations, les quelques remarques que je vais présenter. J'ai écrit un texte que je vais lire, mais ça va être possible. Racine est entre autres l'auteur des plaideurs. Il y a des choses très drôles dans les plaideurs. Je cite la scène où Chicano signe, sans s'en rendre compte, un contrat de mariage concernant sa propre fille. Son interlocuteur, qui est aussi son futur gendre, lui dit « Signez, cela va bien, la justice est contente. Ça, ne signez-vous pas, monsieur ?» Et Chicano de répondre, en présence de sa fille, lui dit gaiement à tout ce qu'elle a dit « Je signe aveuglément ». Je rappelle aussi dans la même pièce l'acte dernier, quand le même Chicano, le père Isabelle, est confronté aux conséquences de son erreur. C'est toujours Léandre, l'amoureux déguisé en commissaire, qui parle. Voyez cette écriture, vous n'appellerez pas de votre signature. Signer ou ne pas signer, telle est la question. Chicano a signé alors qu'il n'aurait pas dû signer. Il a aussi voulu signer, et son erreur vient de là. Je retiens pour l'instant qu'une bonne part de l'unique pièce comique que nous devons à Racine repose sur ce que l'on pourra appeler provisoirement une affaire de signature. On gardera ce point en mémoire. Passons à la suite. Raymond Picard, sous l'intitulé « Vers sur la signature du formulaire », a publié une série de 35 épigrammes dont Racine est probablement un des auteurs et où sont mis en scène les chrétiens tièdes. Le mot est de Raymond Picard qui accepte en 1664 de signer le formulaire récusant les propositions considérées comme hérétiques prêtées à Jansénius. Si on admet qu'il a contribué de sa plume au vers sur la signature, Racine s'est donc amusé, en bonne compagnie, à peu près au moment où la troupe de Molière crée la Thébaïde ou les frères ennemis, à faire des rimes satiriques ridiculisant les adversaires de Port-Royal et du jansénisme. Il changera de bord peu après, nous y reviendrons. Mais considérons d'abord les épigrammes que Raymond Picard appelle des vers cyniques. Une d'entre elles dit « Contre Jansénius, j'ai la plume à la main, je suis prêt à signer tout ce qu'on demande, qu'il soit hérétique ou romain, je veux conserver ma prévente. » Une autre « Contre Jansénius, je signe sur le champ, tout mon bénéfice en dépend, et je le perds si je m'obstine. » Ou une autre encore « Si je ne fais la signature, il faut que je perde ma cure. Je signe donc résolument et je crois faire justement. » Le sens que l'on attribue à un texte varie en fonction du contexte qu'on lui donne. En changeant le contexte, on change aussi peu ou prou le texte. Fort de cette idée, je fais observer que les vers que je viens de citer, qui certes ne sont pas tous de Racine, c'est une œuvre collective, les épigrammes, feraient aussi, si on acceptait de les envisager sous cet angle, d'excellentes répliques dans les plaideurs. Et inversement, que l'on pourrait très bien transposer certaines répliques des plaideurs. Je signe aveuglément, ne signez-vous pas, monsieur, en les intégrant au cadre des épigrammes. Une hypothèse génétique pourra s'en suivre, qui demande évidemment vérification. On imagine très bien en somme que Racine, quand il commence les plaideurs, et puisque son but est de faire rire, se soit souvenu des épigrammes de 1664 et qu'il ait voulu s'en servir comme d'un matériau d'écriture. Les amis de Port-Royal ne sont plus à ce moment ses amis, mais cela ne gêne pas trop le dramaturge, qui est un expert en recyclage et qui a l'art de faire flèche de tout vent. J'essaie d'affiner mon hypothèse en déplaçant le terrain de l'enquête. Raymond Picard, au tome 2 des œuvres complètes, publie les vers sur la signature à la suite de l'abrégé de l'histoire de Port-Royal, qui est, vous le savez, le dernier texte écrit par Racine auquel il a travaillé à l'extrême fin de sa vie. Raymond Picard explique les raisons de son choix.
L'abrégé, écrit-il, nous a montré ce que fut la tragédie de la signature pour les saints. C'est ici une sorte de comédie de la signature, ricanante et cruelle. Comédie, tragédie. Ces mots font signe vers le théâtre. On peut penser qu'ils ne sont pas là par hasard. L'abrégé de l'histoire de Port-Royal et les vers sur la signature ont en commun, suggère Raymond Picard, que l'on peut aussi les envisager comme des sortes de pièces de théâtre. Ils sont alors, si on applique cette grille de lecture, un complément utile à l'œuvre du dramaturge. En d'autres mots, l'affaire de la signature est évoquée de manière comique sur la scène des épigrammes. Bien des années plus tard, quand il s'est de nouveau rapproché de Port-Royal, Racine revient à la charge dans l'abrégé, où la même affaire est racontée sur un mode tragique. Entre les deux, Racine écrit pour le théâtre. Avec les vers sur le formulaire et l'abrégé, nous disposons pour l'œuvre dramatique de Racine d'un terminus ad quo et d'un terminus ad quem. J'ai le sens de la symétrie. Je vois ici apparaître un dispositif pour l'analyse. Je dirais donc que si on a bien voulu me suivre jusqu'ici, et si on admet que le futur auteur des plaideurs est dans les parages, quand un groupe de joyeux lurons s'en prend aux chrétiens tièdes, craignant pour leur prébande, je dirais que l'on trouve chez Racine non pas une, mais deux comédies de la signature. Le comique des épigrammes, à cause des effets d'écho que l'on peut constater, n'est pas très éloigné du comique des plaideurs. Si on admet cette idée, on peut aller plus loin. Puisque les vers sur le formulaire, d'une certaine manière, annoncent les plaideurs, une ressemblance de ton peut être observée. Puisque pour Raymond Picard, l'abrégé ou l'affaire du formulaire est de nouveau à l'ordre du jour, peut être envisagé comme un récit tragique, on pourra donc, en guise de complément d'enquête, pour des raisons de symétrie toujours, partir à la recherche d'un pendant pour l'abrégé. La symétrie avec l'autre comédie de la signature que sont les plaideurs exige que le pendant doive appartenir à l'œuvre théâtrale et qu'il s'agisse d'une pièce tragique. Je me risque sans doute un peu, mais comme je suis un racinien débutant, je n'ai eu le droit, mais je crois pouvoir affirmer que l'autre tragédie de la signature chez Racine existe. Suspense. Elle a été créée à l'hôtel de Bourgogne en janvier 1672. Elle a pour titre Bajazet. Mais ceci demande un mot d'explication également. Je rappelle d'abord dans l'abrégé les pages où Racine évoque à propos de l'affaire de la signature ce qu'il appelle le moment du second mandement. Les grands vicaires, qui ont d'abord admis le doute sur le fait, en 61, ordonnent la signature pure et simple du formulaire, et cela dans tous les diocèses. Les religieuses de Port-Royal, qui se savent concernées, sont dans le désarroi. Je cite l'abrégé. Le premier mandement avait déjà causé beaucoup de troubles parmi ses filles, qui appréhendaient en le signant de blesser la vérité. Mais comme c'est cette crainte, et si l'on veut ce scrupule, qui leur a dans la suite attiré tant de persécutions, et qui a en quelque sorte causé la ruine de leur maison, il est bon de dire ici d'où venait en elle une si grande délicatesse de conscience. Les religieuses hésitent à signer, les plus courageuses d'entre elles refusent de signer parce qu'elles craignent de blesser la vérité. Racine, évidemment, se souvient de Pascal. Surtout, je cite toujours le texte de l'abrégé, surtout on leur avait inspiré une extrême horreur pour tous, toutes ces restrictions mentales, pour toutes ces fausses adresses inventées par les casuistes modernes dans la vue de pallier le mensonge et d'éluder la vérité. Cela étant, on peut aisément concevoir d'où venait la répugnance de ces filles à signer le formulaire. La nécessité où on les réduisait les avait enfin obligées, malgré elles, de s'instruire de la contestation qui faisait tant de bruit dans l'Église et qui les jetait dans de si grands embarras. Et ensuite, chez Racine toujours, est formulé sur le mode d'une question, il y avait donc lieu de douter, et elle doutait effectivement que ces propositions fussent dans le livre de cet évêque mort en odeur de sainteté, et qui, dans son ouvrage même, paraissait soumis jusqu'à l'excès au Saint-Siège. Ainsi, soit qu'elle se trompât ou non, pouvait-elle en sûreté de conscience signer le formulaire? N'était-ce pas attester qu'elle croyait le contraire de ce qu'en effet elle pensait? Je prends la phrase. N'était-ce pas attester
qu'elle croyait le contraire de ce qu'en effet elle pensait. Nous approchons du but. Un texte a besoin d'un contexte pour exister. Le changement de contexte, forcément, impacte le texte. Je choisis comme contexte de lecture l'abrégé de l'histoire de Port-Royal. J'ouvre Bajazet. Une rencontre entre texte et contexte pourra être organisée. Vous savez que dans la pièce de 1672, tout tourne autour d'une déclaration d'amour, qui est aussi en même temps une déclaration de guerre visant le sultan Amurath, que le héros, s'il veut sauver sa peau, devra adresser à Roxane et qui ne sera jamais prononcé. La sultane exige de son prisonnier, dont elle veut faire son amant, qu'il parle. Bajazet, quant à lui, refuse de parler et son silence irrite. Je cite l'acte 2. Bajazet, c'est Roxane qui parle. Bajazet, écoutez, je sens que je vous aime. Ne désespérez point une amante en furie. Et aussi, j'affectais à tes yeux une fausse fierté. De toi dépend ma joie et ma félicité. Achève, parle. Or, Bajazet ne parlera pas, car il n'a rien à dire à Roxane, et c'est ce qu'il lui dit très exactement. Au ciel, que ne puis-je parler? En quelque sorte, l'Allemand d'Attalide est un mauvais comédien. Il est incapable de jouer un rôle, il est incapable de faire comme si. Puisqu'il n'aime pas Roxane, il ne peut lui dire qu'il aime, ce serait affirmer une chose fausse et donc mentir. Un rapprochement avec l'abrégé me semble ici possible. Le problème des religieuses de Port-Royal et qui a causé la ruine de leur maison, écrit Racine, est leur trop grande délicatesse de conscience. On pourra mettre ceci en rapport avec cela. Bajazet, d'une certaine manière, a les mêmes scrupules et doit faire face au même handicap. Mais, c'est Bajazet maintenant, mais il faut une voix plus mal, mais quelque ambition, quelque amour qui me brûle, je ne puis tromper une amante crédule. Et le même devant Attalide, et j'irai l'abuser d'une fausse promesse, je me parjurerai et par cette bassesse, 3 points. Ou aussi, Madame, c'est devant Attalide, Madame, croyez-vous que loin de le penser, ma bouche seulement eût pu le prononcer? Si Bajazet est sincère, trop sincère, s'il est l'artisan de son propre malheur, à cause de sa sincérité, les membres de son entourage, en revanche, l'encouragent à se montrer plus coulant. On pourrait dire, le terme n'est pas excessif si on a l'abrégé et les lettres provinciales à l'esprit, les membres de son entourage l'encouragent d'avoir un comportement plus jésuite. Je rappelle le conseil d'Acoma dans l'acte 2. Ah, si nous périssons, n'en accusez que vous, Seigneur, dites un mot, et vous nous sauverez tous. Attalide, quant à elle, est sur la même longueur d'onde, et elle se montre aussi machiavélique. La sultane vous aime, si vos soupirs daignez lui faire pressentir qu'un jour, 3 points, et encore, allez, encore un coup, je n'ose m'y retrouver, dites tout ce qu'il faut, Seigneur, pour vous sauver. Je dirais, mais vous n'allez sûrement pas être d'accord avec moi, qu'avec les pièces, avec les éléments que nous avons réunis, nous avons à peu près réuni les éléments d'un puzzle. Le moment est venu d'assembler le puzzle. J'aurais recours pour cela à une démarche qu'on pourra trouver, on va dire, risquée ou audacieuse, mais qui a fait ses preuves ailleurs. Et là, je renvoie au livre que j'avais fait quand j'étais pas encore un racinien sur Proust et Balzac et Chateaubriand. Je m'autoriserai une série de petites manipulations sur le texte de Racine, que nous allons donc réécrire. Plus exactement, nous allons remplacer dans le texte de Bajazet le verbe déclarer quand il apparaît, ainsi que les verbes que l'on peut considérer comme proches de déclarer, prononcer, parler, dire, par le verbe, vous ne suivez pas bien, par le verbe signer. L'exercice consistera à reformuler les verbes Racine dans le but de mieux les comprendre. Voyons, en procédant de la sorte, à quoi nous pourrons arriver. Quand donc Roxane, dans l'acte 2, ordonne à Bajazet « achève, parle », on pourra, selon le procédé qui vient d'être défini, remplacer les mots de Racine par « achève, signe ». On voit ce qui se passe. Le sens est à peu près le même, mais le texte est orienté. Nous pouvons, à cause des changements que nous avons introduits, le lire autrement. Vous avez compris quelle est l'autre lecture que j'ai envie de vous proposer. Bajazet est sous le coup d'un forcing. Il résiste au forcing comme les religieuses persécutées.
Certes, l'affaire du formulaire n'est plus d'actualité en 1672 parce que c'est les années de la paix de l'Église, mais elle n'est pas très loin. Elle réapparaît. Le psychanalyste dirait comme un retour du refoulé. De la même manière, au même endroit, quand l'interlocuteur de Roxane s'exclame « Ô ciel, que ne puis-je parler ?» Vous allez mettre à la place ? Si. Au ciel. Signé. Le même effet se produit. Il y a là comme un basculement, qui est le fait, certes, de notre opération de l'écriture, mais qui change aussi l'éclairage sur le texte tel que Racine a écrit. La lumière est différente, les contours de l'objet se sont modifiés. Je prends un autre exemple encore. Quand Acoma supplie Bajazet d'agir. Seigneur, dites un mot et vous nous sauverez tous. Vous voulez vraiment entendre. Je fais pour vous. Seigneur, signez le formulaire et vous nous sauverez tous. Changement de texte, changement de décor. Le vizir Acoma a cessé d'être un ministre siégeant au divan. Dans ma version bis de la pièce de Racine, il ressemble étonnamment à un membre du clergé français qui, en 64, sur l'ordre du roi, et puisque les amis de Jansénius sèment le trouble dans le royaume, est sommé de montrer patte blanche. Et la série n'est pas finie. Je rappelle aussi dans la bouche d'Attalide, dites 3 points, tout ce qu'il faut, Seigneur, pour vous sauver, qui devient, après réécriture, signer tout ce qu'il faut, Seigneur, pour vous sauver. Merci d'aimer. Ma démarche réécrivante a, me semble-t-il, donné des résultats qu'on peut au moins juger intéressants. Évidemment, y a-t-il dans Bajazet une base objective pouvant justifier les modifications que je viens de proposer? Si Racine, dans sa tragédie, conçoit la parole comme une sorte de signature, car c'est à peu près l'hypothèse qui a été soutenue, est-ce que cette équivalence est signalée dans le texte? Je répondrai que c'est bien le cas, pour ce qui me concerne. Et je renverrai pour cela l'épisode des 2 lettres, qui sont lues sur scène dans l'acte 4 de Bajazet. La question de la signature, à ce moment, est clairement un enjeu dans Bajazet. La lettre utilisée comme dispositif scénique, j'ai appris ça chez les spécialistes, justement, est une relative nouveauté en 1672. L'usage qu'en fait Racine, si je peux m'exprimer de la sorte, apporte de l'eau à notre moulin. Bajazet, tout d'abord, rappelle pour mémoire, il envoie à Attalide une émouvante lettre d'amour qui, toutefois, est mal accueillie par l'amante, toujours machiavélique. Elle estime que son amant a fait erreur sur la personne et qu'il aurait dû écrire à Roxane. C'est Roxane et non moi qu'il faut persuader. Après quoi, une deuxième lettre surgit, qui est d'une toute autre teneur. En s'adressant à Roxane, le sultan Amurath ordonne par écrit la mise à mort de son frère. Ne vous montrez à moi que sa tête à la main. Vous remarquerez, alors que rien de la sorte n'est précisé pour le message de l'amant à l'amante, que la missive d'Amurath est signée. Plus exactement, qu'elle porte le sein, S-E-I-N-G, du sultan. Le sein qui est son cachet, et donc par métonymie sa signature. Roxane, en effet, dit à Attalide dans l'acte 4, « Voyez, lisez vous-même, vous connaissez, madame, et la lettre et le sein. » S-E-I-N-G. Georges Forestier, dans son édition de la Pléiade, a mis une note au mot « saint », qui est orthographié « saint » sans G, écrit Georges Forestier dans toutes les éditions publiées par Racine. La raison en est, je cite Forestier, que toutes les consonnes finales étant prononcées au théâtre, le mot n'aurait pas rimé avec « main » au vers suivant. On retient que « saint » et « saint », ça avec G, « saint » sans G, se prononcent de la même manière, et aussi, surtout, que Racine a donné des indications précises pour que cette prononciation soit respectée. Racine a voulu jouer sur les mots. Et je dirais plus exactement qu'en jouant sur les mots, il prépare la suite. Il prépare la scène 5 de l'acte 4, quand les servantes de Roxane découvrent sur le corps d'Attalide le message d'amour de Bajazet, et donc quand le secret des amants est révélé. Vos femmes, dont le soin à l'envie la soulage, ont découvert son sein pour leur donner passage. Moi-même, avec ardeur secondant ce dessein, j'ai trouvé ce billet enfermé dans son sein. Découvert son sein, secondant ce dessein dans son sein. Racine, on le voit, a créé une série, on dira à l'université en termes techniques, une isotopie.
il y a là aussi comme une sorte de musique obsédante. Ça. L'effet de saturation est peut-être plus évident encore dans l'édition de 1676, où Racine ajoute une seconde occurrence de ça avec G dans l'acte sac. Je rappelle, ça c'est pour la philologie, hein, donc dans le texte de 72, édition originale, quand Haussmann rapporte les paroles d'Orcan, on lit « Connaissez, a-t-il dit, l'ordre de votre maître », et Racine change en 76 par « de son auguste saint, S-E-I-N-G, reconnaissez les traits ». De son auguste saint. Permettez-moi, parce qu'on est à Port-Royal, d'avoir recours à une expression un peu vulgaire, ça s'appelle mettre le paquet. Les choses sont parfaitement claires à présent. Faut-il faire un dessin sur ces saints? Bajazet est aussi, et entre autres choses, une tragédie de la signature au sens de Raymond Picard. Il y a deux tragédies de la signature dans les œuvres complètes de Bajazet, comme il y a deux comédies de la signature. Nous étions à la recherche d'un effet de symétrie. Je dirais, Eureka, nous l'avons trouvé. Il reste une dernière question à régler. C'est peut-être la plus importante. Elle est en rapport, vous l'aurez deviné, avec les Turcs. Si on admet que des éléments concernant Port-Royal et une affaire qui a secoué l'Église de France entre 1661 et 1664 peuvent être retrouvés dans Bajazet, comment expliquera-t-on le choix du lieu de l'action? Ça ne se passe pas à Port-Royal, Bajazet. Ça se passe à Constantinople. La scène est dans le sérail du grand seigneur. En somme, quel rapport entre Port-Royal et les affaires de l'Empire ottoman que Racine a choisi comme cadre pour sa tragédie? La question n'est pas simple, je pense que je vais pouvoir y répondre. Première chose, les turqueries, c'est le mot de Sainte-Beuve, hein, les turqueries sont à la mode en 1976 et Racine, à sa manière, court après la vogue du moment. Le bourgeois gentilhomme, 1670, a été un immense succès et la pièce a fait des émules. J'apprends dans la notice que Georges Forestier consacre à la pièce de Molière, à la comédie de Molière, que si l'inspiration turque gagne la scène comique en ces années, c'est aussi parce qu'elle offre l'occasion de déguisement. Et qu'au théâtre, le personnage du faux turc est devenu un lieu commun. Bajazet est une tragédie, non une comédie. Le héros est un vrai turc et non un faux. Dans la préface de 1676, Racine d'ailleurs proteste contre ceux qui lui ont reproché d'avoir mis en scène un héros galant et donc français. Racine écrit « Bajazet garde au milieu de son amour la férocité de la nation ». Si Bajazet est féroce, sa férocité, force est de l'admettre, est d'un genre particulier. Madame de Sévigné jugeait l'amant d'Athalie glacé. Je suppose qu'à ses yeux, le prisonnier du sérail n'était pas assez mâle, assez cornélien. Avec la remarque de la marquise de Sévigné, je pense que vous m'attendez au tournant, en déduire que Racine, à sa façon, reprend le topos du faux turc, ici en régime tragique, et qu'il aurait déguisé en prince ottoman, une religieuse de Port-Royal, serait sans doute allé un peu vite en besogne. Mais il y a un peu de cela tout de même. Je dirais provisoirement, car ceci demanderait de plus longs développements, une sorte de féminité habite le personnage, une délicatesse, si l'on veut. Et on a vu que Racine, dans l'abrégé, se sert de ce mot pour parler des religieuses persécutées. En poussant un peu de la même voix, on imagine très bien Bajazet en habit de nonne, priant dans un monastère. Au XVIIIe siècle, et une certaine littérature libertine exploiteront la sorte de ressemblance paradoxale qui existe entre le couvent et le sérail. On peut citer Montesquieu et la lettre persane, ou d'ailleurs une autre Roxane est enfermée dans un autre harem. Racine, dans Bajazet, figure de pionnier. Et il y a autre chose encore. À Port-Royal, au moment où l'affaire du formulaire bat son plein, donc ici même, mais en 1664, on s'intéresse aux Turcs et on les prend même en exemple. J'en ai la preuve dans l'Apologie pour les religieuses de Port-Royal, ouvrage collectif auquel a collaboré entre autres Antoine Arnaud, le grand Arnaud. Au chapitre 34, quand l'apologiste réussit avec... au chapitre 34, l'apologiste réussit avec verve à réfuter l'argument d'un père jésuite, le père de Foix, pour qui, comme d'ailleurs pour tous les membres de sa confrérie,
L'hérésie de Jansénisme est un fait qui ne peut être mis en doute. Il faut bien écouter, mais c'est très important. Il faut, pour vous réveiller après le déjeuner, il faut écouter bien la chère étude. Il faut être aussi fou pour en douter, écrit le père de foi, qu'il aurait fallu être fou pour douter pendant l'été de 1664 que les Turcs fissent la guerre en Hongrie et pour douter présentement que le roi a un dauphin. Le dauphin naît le 1er novembre 1661. La guerre en Hongrie est celle que l'armée austro-hongroise fait aux Turcs et à laquelle participent des contingents français. L'allusion aux Turcs revient à plusieurs reprises dans l'apologie, parce que le but des auteurs est de faire apparaître l'opposition interne dans le camp des jésuites. Pour le père de foi, le fait de Jansénius, autrement dit son hérésie, sont immédiatement perceptibles. Pour le père Camin, en revanche, la chose est plus compliquée. Pour constater l'hérésie, écrit le père Camin, le pape a eu besoin d'une inspiration et d'une illumination du Saint-Esprit. À Port-Royal, évidemment, on se frotte les mains car on a trouvé de quoi taper sur l'adversaire. Le père de foi et le père Camin, jésuites tous les deux, ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord sur le fait. Dira-t-on que le souverain pontife a eu besoin d'une miraculeuse illumination pour s'assurer que la France en 1664 a fait la guerre aux Turcs? Ce serait évidemment une absurdité que de le prétendre. L'apologie pour les religieuses de Port-Royal de 65 fait partie de la documentation réunie par Racine quand il prépare l'abrégé. Il a sûrement été attentif, parce qu'il est l'auteur de Bajazet et que les Turcs l'intéressent, aux allusions répétées à la guerre austro-turque. On ne sait s'il a pu feuilleter l'ouvrage au moment de sa parution. C'est possible. Dans ce cas, les pages sur la guerre en Hongrie, dans l'apologie de 1665, sont adressées au dossier des matériaux préparatoires pour la pièce de 1672. Il y a des choses de Port-Royal et qui viennent des écrits de Port-Royal. Je finis par où j'ai commencé, très rapidement. Quand l'affaire du formulaire est en cause, les Turcs sont littéralement partout. Pour preuve, on en trouve même dans les épigrammes de 1664. Je cite la plus longue de la série, où une jolie histoire est racontée. J'essaie de bien lire. Un novice tout neuf, et qui ne fait que naître, dit au révérend père maître, « Enfin, Dieu merci, j'ai signé, et je tiens pour très infaillible que ce Jansénius horrible est un hérétique obstiné. Ah, Dieu qu'il est plein de malice, je réponds qu'il n'y manque rien du mensonge et de l'artifice, croyez que je le connais bien. » Vous savez donc, lui dit le père, que cet évêque était faux frère. Évêque, reprit à grand cri le petit novice entrepris. Évêque, reprit-il encore. Ah, père, que je suis surpris, je le croyais turc ou mort. Turc ou mort, L-O-R-E. On pourra entendre également, parce qu'on joue sur les mots, évidemment, le racine de fait, je peux le faire aussi, turc ou mort, M-O-R-T, ou encore turc et mort. C'est à peu près, j'ai compris, sur ça, vous l'avez compris, l'histoire de Bajazet, mais en version plus compacte, sous la forme d'une épigramme. Donc, un prince turc est aux prises avec la question du jansénisme, il meurt à cause de ses convictions. Conclusion provisoire, la voie des recherches de sources et d'influence, je dis pour Alain Picard, la voie des recherches de sources et d'influence reste fructueuse chez Racine. Le dernier mot sur cette affaire n'a pas été dit. On a le temps de quelques questions. Donc, Tony. Grand merci pour cette communication surprenante et stimulante et assez convaincante. Je pense à un autre personnage chez Racine qui est veule, qui signe malgré lui et contre sa conscience, c'est Néron. C'est Néron, puisque Burrus se rappelle le moment où Néron était contraint, était amené à
à mort et Néron qui est lâche en fait, il voulait pas signer et Burrus lui dit, lui rappelle ces paroles, je voudrais, disiez-vous, ne savoir pas écrire. En l'occurrence, c'est vraiment signer ici, c'est vraiment écrire pour, c'est-à-dire signer. Donc tout cela irait encore, donnerait un argument supplémentaire à votre argumentation et à votre cette espèce d'obsession. Alors, mais selon vous, c'est quelque chose de voulu, pensé consciemment, ou est-ce que Racine est travaillé souterrainement par de vieux souvenirs plus ou moins conscients? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a deux choses, très rapidement. La première chose, j'aurais dû signaler Britannicus, je n'ai pas pensé. Chez moi, ça s'appelle la concordance de Racine, fait par deux Américains. Je suis allé voir le nombre d'occurrences du mot signé. Il y en a très peu de ça aussi. Et donc j'avais trouvé dans Athalie, le roi a signé, c'était dit, mais j'avais totalement oublié d'aller voir dans Britannicus. Effectivement, ça pourrait effectivement être utilisé dans ce type de lecture. Et puis la deuxième chose, là, en fait c'est une question de méthode que vous me posez. Hein. Vu que je fais ce métier depuis quelques années, quand même, moi je ne crois pas à l'herméneutique, je ne crois pas à l'interprétation, je ne crois pas que notre mission d'enseignant, de chercheur est d'expliquer les textes, ce que disait Vincent. Moi je pense que ce qu'on fait c'est de construire les textes et que les textes sont faits pour ça. Surtout quand c'est des textes de théâtre, c'est fait pour être joué, actualisé, si possible d'une façon un peu intéressante. Donc, la question de savoir si c'est objectivement démontrable me semble moins importante que la question de savoir si on peut créer un objet qui fonctionne bien, une mécanique qui marche assez bien, qui puisse par exemple faire dire à Tony Guerrard, votre démonstration est finalement assez convaincante. Donc, là, je suis déjà alors je le retire. Quel est le verdict? Mais l'autre chose, c'est que vous savez, chez Racine, il y a une volonté de faire ça, donc je travaille actuellement beaucoup sur ça dans le champ théorique, évidemment. On a beaucoup, comme ça, été méprisant par rapport à la question de l'intention de l'auteur. C'est le texte de Valérie disait les vers ont le sens qu'on leur prête, il y a jamais de vrai sens d'un texte, etc. Je pense que c'est faux. Puisqu'un texte est écrit par un être, on n'est pas dans chat GPT, on est dans l'écriture. Donc il y a quelqu'un derrière, donc il faut forcément faire une hypothèse sur l'intention de l'auteur. Sauf que je pense que là aussi, la logique ne doit pas être qu'a vraiment voulu dire l'auteur. De toute façon, Racine n'est plus là, et s'il avait encore été là, il refuserait probablement de me parler, parce que je suis un anversois, mais donc je dois le faire en tant que critique, en tant que celui qui fait la tentative d'expliquer le texte, je dois faire une hypothèse sur l'intention de l'auteur. Et je viens dans cette logique-là, puisque Racine, c'est quand même quelqu'un de très très intelligent, malin, futé, etc. Ça n'est pas du tout impossible qu'il y ait de l'intentionnalité dans cette affaire. J'avais deux questions, mais c'est plutôt deux remarques, deux réflexions qui me sont venues en vous écoutant. Déjà, quand vous faites le relevé des verbes de déclaration, ça m'a beaucoup fait penser au texte, à la thèse de Jean-Pierre Tamas sur la déclaration tragique chez Racine. Donc voilà, tout simplement, ça m'a bien fait penser. J'avais pas vu tout ça chez Balzac. Et d'autre part, quand vous faisiez la substitution de signer à ces verbes de déclaration, ça marchait assez bien. Et ça m'a fait penser à une autre construction qu'on remarque chez Balzac, à l'acte 5. Au début de l'acte, Roxane dit s'il sort, il est mort. Et à la fin, elle lui ordonne sortez. Et je me suis rendu compte que, en plus, quand on parlait du sérail, tout ça, et bien, il y avait cette symétrie aussi qui était possible avec la déclaration, et que quelque part, il signe son acte de mort en sortant. Voilà. Donc c'était des remarques comme ça. Merci, parce que c'est vraiment très stimulant. Donc signer, ça peut être signer son propre arrêt de mort. Je pense que Racine, ici, dans l'hypothèse d'intentio ocularis, il joue sur ça aussi, évidemment. Signer, c'est signer au sens de patriser, c'est aussi signer son propre arrêt de mort, mais ça c'est intéressant. Et puis sur la déclaration, évidemment, c'est comment faire pour bien déclarer Racine. Moi j'ai tendance à cabotiner quand je le lis parce que je pense que ça marche mieux comme ça, mais on peut mieux faire. Hein, Merci. Chaque pièce est une pièce de la déclaration qui advient
il faut que Roxane se déclare et Bajazet se déclarer, la déclaration est thématisée dans la musique pour nos détendre. D'autres questions ou réactions? Ah oui. Je pensais aussi au passage dans les provinciales où Montalt, devant une énumération de noms de jésuites, réagit en disant « Mais sont-ils chrétiens ?» Sûrement, on pourrait dire la même chose de ce qui était dit Jean Sénus. Enfin, c'est un peu la même idée. Je dirais qu'en fait, les provinciales sont très présentes là, dans la jazz. Dans l'abrégé, il y a des allusions presque comme ça explicites à ça, mais je pense qu'effectivement, on avait discuté à table, je pense que sans Pascal, on n'aurait pas parlé de Racine, donc il faut toujours partir de là, et donc Pascal, c'est toujours une bonne clé de déchiffrage sur Racine, absolument. Si on n'avait pas eu Pascal, on ne serait pas ici pour parler de Racine. Je suis en train de finir de rédiger un article où il y a une communication que j'avais faite sur la part de la satire. De la satire oui. Chez Racine, qui tendrait à aller dans votre sens, parce que ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de satire qu'on ne le dit, et que c'est peut-être ce qui est responsable parfois de l'ambivalence, quand on se demande si c'est comique hein, ou si c'est tragique. Certains personnages, la critique hésite, comment les interpréter, mais c'est qu'en fait c'est un jeu anamorphotique et typiquement satirique que de retourner l'apparence des individus, et on rentre aussi dans ce discours que vous montrez. Enfin, il y a vraiment ça, et il y a le modèle, alors je crois extrêmement fort des provinciales de bout en bout chez Racine. Voilà, c'est ça, tout à fait. Pour la satire, je suis d'accord. On voit ça dans l'édition de Forestier aussi. Racine, jusqu'à la fin de sa vie, donc quand il fait l'abrégé, il fait encore des épigrammes, et dans le même style, et avec le même ton que les épigrammes de celle de 25 ans. Donc c'est une constante dans la production de Racine. Hein. C'est exactement les épigrammes du début à la fin. C'est le paragraphe dans lequel je suis en train de rédiger, voilà, de montrer qu'il y a cette espèce de continuité. Et alors, je vais même jusqu'à proposer qu'en fait les plaideurs Forestier expliquent que c'est pas une comédie bien construite, que ça marche pas comme comédie, mais quand on compare au modèle d'Aristophane, on s'aperçoit exactement du type de réécriture auquel procède Racine, qui apparente à une satire en fait les plaideurs. Et ça marche. Alors là, j'avais pas pensé à la signature, mais ça marche effectivement très très bien. Donc en fait, la morale de la femme, c'est que Racine n'était pas tragédien, mais qu'il a fait une œuvre comique. Non, mais je crois que la satire, c'est au-delà de ça, oui. Mais ça a vu... Non, mais je suis d'accord avec vous, au sens où... Il y a du comique dans Racine, c'est vrai. Mais vous savez, tout à l'heure, on parlait justement du problème de l'enseignement de la pédagogie des pièces. Il réclame dans la préface de Phèdre que ce soit une école de vertu, comme les écoles des sages anciens. Mais peut-être que la satire est le lien secret, parce que précisément, la satire, elle enseigne. On n'est pas à l'époque de Boileau pour rien du tout. Elle a cette fonction qui est la même que la fonction des maximes de La Rochefoucauld, par exemple. C'est-à-dire qu'on arrache le voile, on dénude les apparences illusoires et on fait voir la vérité derrière. Et au fond, une tragédie partiellement satirique participe de ce dévoilement de la vérité et d'une fonction haleutique évidente, mais selon d'autres lois que celles qu'on imaginerait spontanément. Donc, ouais. La Racine fait le lien entre les deux genres, oui, c'est l'encens, je pense. J'avais pas travaillé sur le côté tragique de Molière. Il y a un article de Lançon très ancien sur Arnold fait ce qu'il est comique ou tragique. Oui. On n'a jamais fait la même chose en sens inverse pour un film, donc finalement. Si, il y a quelques articles, mais je pense que si on passe par les catégories tragiques comiques, en fait, justement, on n'arrive pas à comprendre en se référant au modèle dramatique, me semble-t-il. Mais c'est peut-être ce modèle satirique qui leur vient de Pascal, qui transite chez les Augustiniens par Boileau, notamment, qui est quand même très proche.
Et puis il y a des passages des Boléonais, alors je ne vais pas refaire la démonstration, mais qui sont troublants, si vous voulez, qu'on lit comme des petites anecdotes et qui en fait se réfèrent probablement plutôt au genre de la satire, et qui a dû être présent chez La Rochefoucauld. Regardez, on est dans Madame de Lafayette ces derniers temps avec Constance Cagna et Tony, on en a pas mal parlé. Chez Madame de Lafayette aussi, il y a des éléments où on se dit, Constance a montré qu'il y avait des proverbes, qu'il y avait une dimension comique de la princesse de Clèves qu'on lit comme une tragédie. Mais cette réversibilité, peut-être qu'elle s'explique par une dimension satirique qui est un moyen de dire la vérité, ou du moins d'arracher les voiles de l'hypocrisie en régime augustinien. Je pense qu'on est entravé par une définition un peu aristotélicienne de la comédie, qui ne nuit pas, qui ne fait pas de mal, qui est anodine. Là, on a au contraire un comique extrêmement incisif et cruel, en fait. Voilà, on n'est pas sur le comique d'Aristote ou la comédie aristotélicienne. On est sur quelque chose de beaucoup plus puissant, en fait, qui, effectivement, finit par ressembler énormément au tragique. Oui, parce que... À cause de la cruauté. Oui, à cause de la cruauté. Oui. Et tout ce qui est de l'ordre du contextuel dans les guêpes, qui est le modèle des plaideurs, est complètement évacué par Racine, qui ne garde que la dimension morale beaucoup plus cruelle des personnages. Ça peut se manifester aussi dans l'art, avec l'art baroque, qui met l'accent sur approfondit certaines choses, mais toujours, il y a toujours une double vision de la perception avec le baroque. Il y a le tragique et le comique dans le baroque. On commence par le tragique. Alors, l'illusion comique, c'est une tragicomédie, voilà, c'est ça. Donc au début, il y a le mélange des genres et ensuite il y en a. dans l'architecture et la sculpture, c'est pareil. Absolument. Eh bien, nous allons enchaîner. Merci beaucoup.